Moi, je voyais des potes que je croisais dans la rue qui savaient pas que c'était moi parce que moi j'avais toujours eu un pseudo à ce moment-là aussi. Et ils me disaient ah, attends, tu es dans les NFT, ah, tu dois absolument rejoindre ce projet. Et en fait, c'était le C'est mien, tu moi. vois. Et donc, je savais qu'on avait un peu pris à ce moment-là quand c'était le cas. C'est que je dirais que c'est une manière de redéfinir la propriété d'un objet, d'une œuvre, quelque chose de culturel, de numérique ou peu importe. T'as construit une communauté, t'as réussi à monétiser une communauté, t'as commencé à travailler avec des entreprises. C'est quoi voilà, les leçons, les apprentissages, les gros trucs si tu voulais parler à Evan de 2017? C'est parti. On est lancé dans ce nouvel épisode de Mind My Business. Si je ne me trompe pas, Evan et moi-même, on est en train de faire l'épisode 22 ici. Je suis super excité d'accueillir Evan, un entrepreneur depuis plus de 8 ans, serial entrepreneur dans toute industrie, maintenant qui s'est réfugié dans le Web3, la tech, la blockchain, les cryptos. Il a travaillé avec les plus grands, avec Ledger, de Eric Larchevêque, de Ami Paris, Digital Wallonia, très implanté dans le milieu du Web3, de la tech, tout ce monde, au final où je pense que la surface de l'humanité, on ne connaît pas grand-chose. Il va nous emmener un peu dans les profondeurs de ce monde pendant là 30-40 minutes. Petit challenge de faire un épisode plus court que d'habitude. Je suis super content d'être avec toi, Evan, après tous ces petits problèmes techniques micro. On arrive enfin à bien s'entendre. Trop cool, merci beaucoup pour cette belle introduction. J'avais rarement été introduit de la sorte, merci. Et effectivement, Evan, entrepreneur, peut-être un grand mot depuis 8 ans, mais en tout cas entrepreneur aguerri depuis 5 ans. Je pense qu'on n'est jamais aguerri, mais en tout cas entrepreneur. Et au début, c'était plutôt du test, on apprend, on découvre. T'as fait du bidouillage, comme tout le monde au début. Exactement. Du bon bidouillage. Comme je t'ai proposé, un programme en 2 temps, comme d'hab. Dis-nous maintenant ce que fait ta boîte, ce que fait Orbit, qu'est-ce que vous faites? Je sais que vous faites un peu de tout, B2C, du B2B, travaillez avec plein de différents acteurs, différentes tailles, vous proposez des formations, vous faites vraiment un peu de tout. Donne-moi un peu l'état actuel de ta vie, personnellement aussi, parce que c'est un podcast qui se concentre un peu sur l'entrepreneur, sur l'univers mental que tu as, avec en donnant une situation d'Orbit. Et après, je te propose de dérouler, tu m'as parlé un peu de bidouillage entrepreneurial il y a 8 ans, de dérouler un peu ton parcours, comment t'en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui, et quelles ont été un peu les étapes qui t'ont mené à faire ce podcast, là, maintenant, aujourd'hui, ce 7 mars 2025. Top. Écoute, aujourd'hui, ce que fait Orbit, très simplement, c'est que on a vraiment 2 sections claires, les particuliers et les entreprises. Pour les particuliers, on les aide à découvrir et à être accompagnés pour découvrir un petit peu tout ce qui concerne les crypto-monnaies, les NFT, la blockchain et toutes les technologies qui sont derrière ça en général. Et au niveau entreprise, on va aider grosso modo à leur communication ou leur marketing lorsqu'ils veulent intégrer un nouveau marché comme le marché francophone ou simplement parler à une audience de personnes formées par nos soins. Grosso modo, c'est ce que va faire Orbit aujourd'hui. Et en tout cas, c'est une des choses que je fais aujourd'hui avec Orbit et donc qui va sûrement être le sujet du podcast. Yes. Non, je suis très curieux sur la partie B2B en tout cas, comment vous arrivez vraiment à concrètement à implémenter des projets Web3 dans des boîtes. C'est quelque chose que j'ai hâte de creuser avec toi. J'ai aussi hâte de creuser comment vous avez pu travailler avec des aussi gros acteurs comme Ledger ou Ami Paris, comment s'est passé un peu ces prises de contact et les premiers projets que vous avez entrepris ensemble. Donc ça, très hâte d'aller me plonger là-dedans avec toi. On va regarder un peu, sans aller en profondeur, mais un peu c'est quoi les grosses tendances, les grosses lignes du Web3, du NFT et des cryptos en ce moment. Mais avant ça, est-ce que tu peux revenir loin dans ta tête, loin dans ton cerveau et nous dire c'est quoi la première chose qui s'apparente à l'entrepreneuriat que tu as lancé? Tu vois, il y a des gens qui m'ont dit ouais, j'ai lancé une communauté Dofus quand j'avais 12 ans, et des gens qui m'ont dit j'ai vendu des citronnades à 50 cents comme les Américains. Toi, ça a été quoi ta citronnade à 50 cents? Je pense que premièrement, ce que j'ai fait, c'est que je créais un peu des pages qu'on était à l'école en secondaire. Donc, tu sais, c'est par exemple des pages qui rassemblaient autour d'un sujet. Par exemple, on allait faire, tu vois, création d'une équipe de foot, enfin des matchs, etc. C'est des trucs un peu mais c'est des pages qui prenaient de l'ampleur. Au final, on se retrouvait peut-être à 400, 500 personnes de l'école dessus, où le but était vraiment justement de pouvoir créer de l'échange, créer des rendez-vous, finalement créer un peu des rencontres entre les personnes. Je pense que ça c'était plus pour l'aspect fun. Là où vraiment je dirais que mon parcours entrepreneurial a commencé à aller officiellement, je pense que c'était plus ou moins aller vers 2018 à peu près, où j'ai commencé un peu le drop. Donc à l'époque on était déjà un petit peu, je pense, un peu tardif par rapport au drop traditionnel. Je trouve qu'il a évolué un peu par la suite avec le côté branding qu'on pouvait mettre sur les produits. À l'époque c'était vraiment encore, je pense que je suis arrivé un peu à la fin de l'ère du drop traditionnel comme on pouvait l'entendre à la base.
Grosso modo, ce que le dropshipping, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est simplement le fait en fait, qu'il n'y ait pas de stock, c'est juste aller prendre un produit qui est déjà existant et le revendre avec un marketing. Tu Alors on vendais peut quoi? parler d'éthique ou peu importe, mais grosso modo, ce qui est surtout utile quand on fait du drop, moi je le vois pas forcément comme une fin. Mon but n'est pas de me dire ok, je vais faire du dropshipping de ma vie. Mon but est plutôt de me dire ok, c'est une bonne occasion pour moi de découvrir comment faire un site, comment communiquer sur les réseaux, comment Mhm. faire des pubs sur Facebook, comment faire des pubs sur Instagram et finalement comment essayer de commercialiser un produit. Mettre Donc le je pied dirais que j'ai dedans, quoi. commencé par le dropshipping à la base. Mettre le pied dedans. Se plonger un peu dans ce monde-là. T'as vendu quoi? Exact. Tu vendais quoi? Alors, au début, ce que j'ai vendu en premier, je pense que c'était on l'a appelé mini selling. Mini selling, c'était, je sais pas si tu vois, mais c'était en fait quand il y avait des poches un peu où il y avait de l'eau dedans, on pouvait venir en fait faire un espèce de clips qui venait fermer la pochette d'eau en fait en pouvant re-scinder. Donc on a fait ça. J'ai fait je sais plus comment ça s'appelait, mais c'était un nettoyeur d'air, donc c'était un purificateur d'air. Donc Ok. ça c'était un peu plus cher, moins facile aussi à vendre sur un drop comme ça, mais c'était vraiment le but simplement qui purifie l'air et tout ce qui va avec. J'en ai fait d'autres, hein. Je sais qu'à un moment on avait fait, je crois qu'à un moment il y avait aussi une veste chauffante qu'on avait tenté, c'était là au moment où c'était vraiment la hype où il y avait tu sais, les petites vestes que tu poussais sur un bouton et Ça t'avais chauffe, ouais. directement tes vestes qui chauffaient. Donc j'ai essayé un petit peu, très sympa et en tout cas je pense riche d'apprentissage au-delà du concept et tout ce qui peut être discutable autour de l'écologie, durabilité, etc. C'est quoi les premières bêtises ou les premiers apprentissages que t'as eu direct dès le début avec ce genre d'expérience? Ça peut être perso aussi, juste en termes de connaissance de soi-même, mais d'un point de vue business aussi. C'est quoi qui te sort en tête comme ça? Moi, je pense que en termes de bêtises, je pense que c'est un peu ce côté légal où en fait j'ai toujours un peu eu l'impression de courir après la légalité dans le sens où tu sais j'allais démarrer un truc, j'allais avoir l'idée, le concept, l'objectif, tout mettre en place et puis je me disais ah mince il faut que je m'enregistre à ça, il faut que j'ai mon numéro, ah ok, ah mince il faut que je regarde pour faire des conditions générales sur mon site. Et donc moi j'ai toujours mis un point d'honneur à être dans les règles, dans la légalité, mais c'est pas instinctif chez moi. Je sais pas si c'est instinctif pour d'autres entrepreneurs, mais en tout cas, selon moi, j'ai toujours eu du mal à me mettre dessus. Donc je dirais que c'est peut-être mes plus grosses bêtises, c'est des fois de m'y prendre trop tard à ce rythme-là. Ok. Et donc là maintenant tu t'es dit, vas-y, j'arrête toute la légalité, je vends de la drogue sur le dark web, quoi. C'est ça, Orbit. Euh, J'irai pas jusque-là, mais on pourrait se développer. Ok, top. Donc ça c'est quoi là déjà le premier conseil? C'est tu trouves que t'as pas mis les choses légalement sur papier assez tôt? Parce que c'est un peu le conseil inverse aussi qu'on donne d'habitude. Je pense qu'il y a beaucoup de gens avant même de savoir s'il y a de la demande pour un projet ou un vrai marché, ils commencent directement à faire toutes les démarches administratives alors que le projet va peut-être juste flop et ils auraient un peu pu faire ça une fois qu'ils ont validé l'attraction, tu vois. T'as raison, je dirais juste il faut trouver le juste milieu. Je pense qu'effectivement, il faut d'abord tester, prendre typiquement dans un business, faire l'étude de marché, voir si ça prend, avoir ses premiers clients, ses study case, quitte à le faire en version totalement gratuite à la base, juste du bénévolat pour voir un peu ce que ça peut donner comme retour. Mais je pense que dès lors qu'on veut avoir un truc sérieux, long terme et qui tient la route, il faut s'intéresser de toute façon à l'aspect légal. Et là où moi, des fois, ouais, effectivement, j'allais un peu trop en avance, puis du coup, je devais faire retour en arrière pour pouvoir remettre des choses en place, ce qui n'est Mhm. pas toujours évident. Typiquement, un autre exemple, c'est trouver un nom de société. Moi, au début, je me disais, ok, qu'est-ce qui est sympa comme nom? On fait des assemblages, on fait un truc cool, on trouve un truc qui nous match. On trouve l'idée, et puis finalement, c'est con, mais Evan Hot Jacket. C'était ça ton premier nom, c'est ça? je l'ai pas appelé comme ça, mais j'aurais pu. Non, mais du coup, c'est typiquement, est-ce qu'il est bien disponible le nom? Est-ce qu'on peut déposer la marque de ce nom-là? C'est des trucs bêtes, mais je veux dire, moi, j'ai toujours un peu skip ces étapes administratives jusqu'à la dernière étape. Et je pense il faut pas démarrer par là, il faut pas le négliger non plus. Trouver le juste milieu. Ouais. Non, je vois bien. Ça dure combien de temps là cette époque drop dans ta vie? Je pense que j'ai fait du drop pendant un an et demi, où en fait, je pense qu'il y a eu beaucoup d'apprentissage avant de démarrer. Quand j'ai fait des drops, j'en ai lancé 4-5 de suite, où humblement, hein, j'ai jamais pété des flammes, j'ai réussi à faire un peu de chiffres, mais sans jamais péter des flammes. Et moi, c'était plus cet aspect apprentissage qui m'aidait pour la suite. Je te dis, je l'ai pas forcément vu comme un revenu nécessaire, c'était plus pour découvrir, donc ça a duré, je dirais, un an et demi, grosso modo. D'un produit à l'autre que tu lançais, t'as implémenté vraiment les apprentissages et les erreurs que t'avais fait avec le produit d'avant. Il y avait un peu une itération dans les produits. Exact, je pense que le but c'est de comprendre typiquement, c'était le moment vraiment où je dis c'était un peu là selon moi la fin du drop traditionnel et on avait beaucoup typiquement on se voyait bien que autour des campagnes Facebook par exemple, sur tout ce qui est meta ads et tout ce qui va avec, donc la publicité payante sur Facebook, on se prenait des vagues de haine tout le temps, c'était insupportable, on se rendait bien compte qu'on arrivait un peu
à une fin de ce type de marketing-là qui était fort en vogue à l'époque. Donc on essaie de s'adapter entre des nouvelles stratégies, TikTok, newsletter, Insta. Enfin, en fait, on testait, c'est pas TikTok, c'était Insta à l'époque, on avait testé nous, mais je veux dire, voilà, tester un peu des réels, des tournages, des montages. On a essayé en fait de varier. Donc oui, apprendre finalement drop après drop, c'était l'objectif. C'était l'occasion finalement, en fait, ça coûte quasiment rien de tester un drop. Je veux dire, l'ancienne Ouais. boutique, c'était souvent gratuit pendant 30 jours. On lançait un produit qui nous coûtait rien, donc on n'avait pas de stock. Et Mhm. finalement, on pouvait tester une communication à peut-être 50, 100 euros sur des publicités payantes. Je veux dire, le coût pour tester de lancer un business revenait des fois à 100 euros, grosso modo, hors compter les cotisations sociales et justement tout cet aspect légal. Mais sinon, Ouais. je trouve que c'était quand même vachement pas cher et donc ça nous a permis de beaucoup évoluer. Ouais, non, clairement, ça permet de se lancer facilement. Plus d'excuses à pas lancer quelque chose. Il y a des solutions qui sont accessibles comme des 30 jours gratuits, des trucs comme ça. Je reviens juste sur un truc qui a piqué mon intérêt. Quand tu dis j'ai été un peu trop vite et après, d'un point de vue légal, j'ai dû revenir en arrière et ça m'a pris du temps. Tu faisais référence à choisir un nom d'entreprise, etc. Ou t'as d'autres exemples là, qui viennent comme ça? Parce que moi, personnellement, j'aime bien cette idée de faire grandir le truc, faire scale le truc jusqu'au moment où tu arrives à un truc de chaos où tu sais plus quoi faire et c'est là que tu ralentis un peu, t'organises et puis tu repars, tu recherches ce chaos, puis tu organises. J'ai un peu, pour mon expérience personnelle, je vois toujours un peu les croissances des projets que je lance, un peu comme ça, toujours vers du chaos, de la stabilisation, du chaos, de la stabilisation. Alors, je pense que ouais, c'est un peu le cycle entrepreneurial de base. Là où moi j'essaie de limiter les dégâts, c'est dans le sens où, acheter un exemple, on lance un projet, le projet prend bien, super bon retour, reconnaissance sur les réseaux, les gens commencent à connaître la marque, le nom, le développement. On se rend compte que le nom est pris. Le nom est pris, ce qui veut dire que on avait changé le nom déjà une première fois. Tu vois, on avait démarré avec un nom. On avait changé de nom après quelques mois pour justement essayer de repartir sur un nom plus global qui plaisait plus à la DA qu'on avait prise en général. On change de nom du coup à la première fois, je te dirais 6 mois après le début du projet. 9 mois ou un an après, on se rend compte que le nom est déjà pris finalement enfin, la BPI, là où on peut regarder si on peut déposer la marque ou sinon il n'est pas déjà pris par une autre société. Mhm. Et là, le nom est déjà pris. Donc typiquement des illusions parce qu'on est en pleine croissance, on a de plus en plus de chiffre d'affaires, plus en plus de revenus, plus en plus de clients. On a un marketing où on a investi beaucoup pour identifier le Mhm. nom de la marque, sur des sponsors, on a créé des supports visuels, des supports pour des événements. Mhm. Et finalement, c'est Tout beaucoup de changer, dépenses, quoi. beaucoup d'argent. C'est aussi prenant parce que déposer une nouvelle marque, c'est faire une recherche, voir si la marque est dispo. C'est beaucoup d'argent à dépenser, plein de choses. Refidéliser les clients, faire comprendre pourquoi on a changé. Et finalement, expliquer que la marque a changé parce que l'horizon de la marque a évolué, c'est compréhensible. Mais dire à des clients, ouais, sorry les gars, on a fait une connerie, on n'avait juste pas vérifié que le nom était dispo, c'est aussi moins classe. Et donc, d'où le fait que voilà, je pense qu'il faut trouver le juste équilibre entre on fonce vers le chaos et on se remet à jour après. Et ce côté il y a quand même certaines précautions, certains trucs à mettre en point. Même au-delà de nom de marque, hein, des fois simplement l'aspect légal, pas se faire attaquer bêtement sur une vente qu'on a faite qui n'était pas en règle ou peu importe. Je pense Ouais. que c'est important ce suivi légal. Ok, pour conclure cette époque drop, je pense que, comme tu l'as dit, il y a un peu un juste milieu entre essayer de tout ficeler administrativement et puis se rendre compte après 3 mois qu'en fait on n'a juste pas de marché et que notre produit il est horrible et qu'au final on va tout arrêter. Et à l'inverse, aller un peu trop loin sans regarder même si le nom existe ou faire un peu de recherche, ça fait perdre du temps par la suite. Donc, et je pense que chaque industrie, chaque projet a un peu son juste milieu à trouver, ça dépend un peu de tout. Donc top. Totalement d'accord. Premier insight de cet épisode. Checker les noms d'entreprise. Franchement, ça vous aiderait beaucoup. J'espère que pas la meilleure que moi parce que ça m'a coûté beaucoup de temps et beaucoup d'argent, donc évitez-le. J'imagine. C'est quoi qui s'ensuit de cette époque crypto? On arrive direct, de cette époque drop, pardon. On en arrive direct dans Orbit ou t'as lancé, ou t'as eu d'autres expériences entre deux? J'ai essayé de lancer une société dans tout ce qui était textile. Alors en gros, je t'explique l'idée, mais moi je suis un mec, je transpire beaucoup. Et donc je me T'adorais suis vraiment dit, t'adorais vraiment les jackets. C'était pas par hasard. ouais, franchement, mais après je me suis dit, après, c'est toujours un peu un kiff qu'on a, tu sais, à un moment donné de notre vie en se disant, oh, je lancerais bien une marque de vêtements. Tu C'est vois? vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et, euh, et moi, pareil, dans cette optique-là où j'ai jamais vu un business comme, oh, je veux que ce soit ouais, ma vache à lait et que j'en vive et que machin. Je me suis toujours dit au début, je veux juste apprendre. Et Ouais. là, je me suis dit, ok, industrie du textile, tu sais, j'avais pas entendu parler de l'incubateur une première fois. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'entreprenne. Ok, je me lance. Et là, du coup, je me suis dit que je voulais lancer des vêtements un peu spécifiques aux gens qui transpiraient beaucoup en particulier, donc dans cette niche-là, quoi. Euh, Finalement, en fait, en se lançant, je me suis rendu compte que, peut-être le deuxième élément, c'est que j'avais lancé ce business-là uniquement dans l'optique d'entreprendre et bah, de faire la thune, en gros. Hein. Je pense que c'est un objectif quand même pour tout le monde d'essayer d'en vivre à un moment donné. Et j'avais vraiment zéro passion pour le domaine, dans le sens où
Je suis pas un mec qui va passer beaucoup de temps dans les sapes ou dans les vêtements, le shopping et tout ce qui va avec. J'étais pas forcément attiré par le secteur. Et donc je trouve que j'ai été très très vite, dès que j'avais des petites baisses de motivation, des petites baisses de résultats, en fait, très rapidement, on baisse plus les bras. Je trouve que dans un Ouais. projet qui nous passionne un peu, ou en tout cas dans un truc qu'on aime vraiment. Et donc, je pense après voilà, 6 mois, 9 mois de lancement de ce projet, je l'avais arrêté. Pas parce que je pouvais pas aller plus loin, plus parce que je pense qu'on j'ai pas envie de faire des trucs dans lesquels je suis pas passionné. J'ai voulu entreprendre à la place de me prendre un job en CDI dans le but de pouvoir faire des choses que j'aime et entreprendre dans ce que j'aime. Et finalement, là, j'entreprise dans un truc que j'aimais pas forcément. D'où le Ouais. fait que je me suis rétracté humblement en comprenant aussi le fait que c'était peut-être pas juste pour moi ce business-là. Ouais, aligner ce qu'on lance avec ses passions, ses centres d'intérêt, c'est clair que ça garde toujours la motive, le drive, surtout dans les périodes difficiles qui sont inévitables. Les montagnes russes bah, enfin, dans ton cas, tes montagnes russes, au pire, tu fais un peu de méditation dans ta voiture avec de la musique, tu me disais, donc toi ça va. Mais C'est vrai. on Je part... recommande aussi. Insight numéro 2, ça. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il faut écouter le podcast Mind My Business, il faut pas écouter de musique dans sa voiture. Tu t'es trompé. Aussi, d'abord le podcast et puis la musique. Voilà, quand on a fini l'épisode. Exactement. Et quoi, c'est un manque de passion, un manque de drive qui te mène après à ce moment-là dans Orbit. T'avais cet intérêt-là à ce moment-là du Web3 et des NFT. Alors à ce moment-là, je me rends compte que ça me plaît pas tant que ça et je me dis ok, tout ce que j'ai besoin, je pense, pour lancer d'autres projets, c'est finalement peut-être essayer d'avoir un peu plus de capital. Alors, j'étais encore, j'étais encore en bac, donc j'avais peut-être 20 ans à peu près, T'as étudié quoi? 20 ans, 21 ans. S'il te plaît. T'as étudié quoi? J'ai étudié du coup économie à Louvain-la-Neuve et puis après j'ai fait un master en management pour pouvoir lancer ma société aussi derrière. Donc, euh, donc voilà, moi du coup je me suis dit ok, finalement ce que j'ai besoin c'est d'avoir plus de capital, c'est bête, mais toutes les sociétés de produits c'était plus compliqué parce qu'il fallait des fois avoir du stock, je me suis bien rendu compte qu'on pouvait pas non plus demander à 18 artistes de faire 18 logos différents pour 18 boîtes si on n'était pas sûr du projet. Donc je me suis dit ok, il me faut plus de financement. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? C'était à ce moment-là, j'entendais parler de plus en plus tout ce qui était crypto, NFT, et particulièrement NFT. Là, on est Et en c'est là que j'ai vu un truc, c'est que 2021-2022, c'est NFT, ça? c'est ça, 2021. Ouais. Et là, NFT, donc crypto, je faisais un petit peu avant, et puis un moment NFT, on m'en parle, et tu sais, assez tôt qu'on ça venait de se lancer. Là, à l'époque Ouais, des grandes ouais, gloires des NFT, et que ça se passait bien. Et donc, fatalement, avec, je dirais, peu de compétences en NFT, vu qu'en fait, on venait découvrir un peu la technologie et comment ça fonctionnait. Et finalement, au début, c'était au-delà de comprendre ce qui se passait derrière. Ce qu'on cherchait, c'était uniquement à faire du profit. Et donc, finalement, en fait, sans beaucoup de connaissances, on savait vite facilement faire du profit à ce moment-là, vu que c'était quand même assez relié, en tout cas tôt dans la technologie. Et, euh, et donc, j'ai commencé à gagner mes premiers sous, j'ai commencé vraiment à faire des beaux résultats, j'ai gagné de plus en plus d'argent. Et finalement, quand on gagne autant d'argent et quand on y a autant de temps, ça m'a développé une passion parce que moi j'aime investir, j'ai toujours eu la vocation d'investir, que ce soit en bourse, en immobilier, en plein de choses. Là j'ai l'occasion d'investir dans un truc qui permettait de faire un truc différent de ce que faisaient mes parents, de ce que faisaient mes proches et tout ce qui allait avec. Et donc j'ai commencé à me mettre à fond là-dedans, on est devenu une passion au fil du temps et au fil des mois, au fil des années. Mais à la base effectivement c'est dans le but de rechercher du profit pour pouvoir financer d'autres projets, dis-toi. Donc Ok. ça Et c'était ça, à ce l'idée. moment-là, c'est complètement solo, du coup, où t'avais déjà... En fait, j'ai investi un peu au début avec un pote avec qui on a fait nos premiers achats ensemble, mais c'était pas dans un objectif de faire un business à ce moment-là, c'était Ouais. purement l'objectif d'investir. Et donc on a investi, on a gagné nos premiers sous et ça que ça commence à être chouette parce qu'on voit qu'on commence à gagner des grosses sommes alors qu'on a 21 ans, 21 ans à ce moment-là. En fait, finalement, ben, c'est hyper stimulant pour la suite, quoi. Donc ouais, c'était cool. Et c'est à quel moment que ça passe d'un investissement à tu commences à avoir des clients à qui tu livres des prestations ou des formations? Euh, Figure-toi que en fait, à ce moment-là, on commence à gagner de plus en plus d'argent, ça prend en ampleur, je veux dire, le rythme est bon, je commence à me former aussi au niveau compétences, parce que je me dis, ok, c'est bien de gagner de l'argent, mais imagine si tu avais plus de compétences. Là, ce serait vraiment incroyable. Donc je me forme, et finalement, bah, du coup, mes potes entendent, ah ouais, t'as gagné autant, t'as fait ci, t'as fait ça, et lui, et il y en a un qui dit, ok, mais tant qu'il y a crypto commence à exploser à ce moment-là aussi, je crois, c'était un peu dans les environs, donc les gens me disent, ah mais j'ai entendu que toi t'étais dedans, explique-moi. Donc en fait, je prends du temps à expliquer à un, puis à l'autre, puis à ma famille, puis à mon père, puis à ma mère. Et en fait, finalement, ça prend un temps fou parce que je me dis, purée, je passe peut-être 8 heures par semaine, enfin 8 heures par jour à expliquer aux gens, et du coup, j'investis plus. Et je me suis dit, ok, ça va plus. Donc,
j'ai conclu que la meilleure solution, c'était de créer une communauté et finalement faire en fait un appel pour tout le monde et que tout le monde ait les mêmes infos au même moment. Ce qui me faisait gagner du temps à moi. Donc ta grand-mère, ton pote, ta mère et ton frère dans le même appel. Tout le monde dans le même call et là on se retrouve ensemble et on en parle. C'était beaucoup plus pratique, je gagnais un temps fou et finalement je répétais les informations une fois pour tout le monde. Ouais, peut-être pas hyper optimal en termes de personnalisation, mais en tout cas c'était optimal pour mon temps parce qu'à la base je voulais juste investir de mon côté. Et puis j'avais de plus en plus de copains à ce moment-là qui s'y mettent aussi, au-delà de mes parents qui eux voyaient vraiment au jour le jour un peu ce que je faisais. Donc eux, je leur ai plus dit, ok, tout se passe sur Discord finalement, dans le côté crypto-monnaie NFT, ça se passe beaucoup sur Discord. Je leur ai dit, bah, vous savez quoi, je vais créer un Discord, mettez-vous dessus, et je donnerai des coachings une fois par semaine et vous aurez l'info. Puis après un coaching, je me dis, ok, on est 10. Et puis là, je leur dis, bah, vous savez quoi, je le refais semaine prochaine si tout le monde invite un pote. Si on est 20 semaine prochaine, je refais le deuxième coaching. Et puis, on est 20 après 2 jours. Et là, je me dis, ok, il y a peut-être moyen de faire un truc. Et puis après, là, ces 20 potes, ils disent, ok, mais tout le monde invite un pote. Et donc, en fait, finalement, on passait à 40, on passait à 80. On a scale up comme ça un peu au début. Et puis, à un moment donné, c'est tout bête, mais comme on a commencé à avoir un petit peu d'impact à notre échelle, on était quoi, les 200, 300, des communautés à ce moment-là, enfin des projets NFT sont venus demander pour pouvoir faire leur pub. En disant, ok, bah à ce moment, c'était vraiment au tout début, un peu de ce côté aspect communautaire crypto NFT. Et donc, juste pour savoir, sur les formations, c'était quoi? Tu vulgarisais le Web3 et les NFT? C'était tourné autour de quoi? Vraiment, je me concentrais un peu sur le côté passif des crypto-monnaies, comprendre un peu le mécanisme de base et les top 10 des crypto-monnaies, grosso modo. Et moi, j'essayais surtout de focus les NFT, là où je faisais moi le plus de rendement. J'ai toujours essayé d'être le plus honnête à ce niveau-là. Je suis aussi les tendances et je suis aussi sur dans quoi je suis bon et je forme pas sur ce que je ne connais pas. Et donc, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des experts dans les secteurs dans lesquels je suis moins bon. Et les secteurs dans lesquels je suis bon, je les anime moi-même. Là, typiquement, c'était les NFT, ça a toujours été un peu le cas. Toi ton Donc, domaine c'était de beaucoup les NFT. prédilection un peu, c'est plus les NFT? Ça a toujours, en fait, c'était là vraiment où j'ai démarré à faire mes premiers profits et finalement c'est là aussi où j'ai le plus été actif, j'ai le plus suivi le marché. Donc c'est sûr que c'était ça, grosso modo, qui m'a le plus aidé en tout cas à changer un peu ma vie à ce moment-là. Comment tu expliques les NFT à ta grand-mère? Les NFT, c'est une propriété numérique que vous allez détenir en fait finalement sur une blockchain. Alors comment on explique ça à la grand-mère? Je dirais juste simplement que aujourd'hui, si vous avez votre diplôme, on vous l'offre à la fin de vos études. Vous vous le mettez dans une cave et il faut essayer de ne pas le perdre, il faut essayer qu'il ne parte pas au container. Là, si je vous dis, ok, je vous envoie votre diplôme sur Internet, sur un réseau, et je vous dis, ok, vous le perdrez jamais quoi qu'il arrive. Et tout le monde saura accès à vous. Personne ne pourra falsifier votre diplôme, personne ne pourra vous le voler, personne ne pourra se tromper. Pourquoi? Parce que simplement, c'est sécurisé sur une blockchain. Et donc, un truc très simple, c'est que je dirais que c'est une manière de redéfinir la propriété d'un objet, d'une œuvre, quelque chose de culturel, de numérique ou peu importe. Et vraiment, c'est tout ça numériquement sur une blockchain. Finalement, la blockchain, c'est encore un autre concept à définir. Et ça permettrait d'avoir un NFT, grosso modo. Génial, mec. J'achète. C'est quand les formations? C'est quand le prochain webinaire? En plus, là encore, j'étais un peu perturbé parce que je t'ai parlé un peu de blockchain, c'est vrai, où là, souvent, je me focus un peu sur la partie NFT. Enfin, je parle de la blockchain avant les NFT, donc c'est beaucoup plus clair d'expliquer les NFT ensuite. Parce que, voilà, crypto et NFT sont sur la blockchain, donc souvent, on démarre par la blockchain. Et puis, on navigue sur les autres. Donc là, comme j'ai expliqué, uniquement NFT, on n'avait pas le concept de blockchain, ce qui m'a un peu calé. Mais je pense, en tout cas, ça a pu aider ceux qui n'avaient aucune notion de ce que c'était. Après, voilà, pour mettre plus simplement, un NFT peut être votre prochain billet de concert, votre prochain billet de train, votre prochain diplôme. Ça peut être aussi un skin ou un personnage dans un jeu vidéo. Ça peut être plein de choses. Finalement, un NFT, c'est juste dire, grosso modo, regardez, ça m'appartient et vous pouvez le voir, c'est tracé sur la blockchain. Grosso modo, c'est ça. Yes. Non, top. Et tu parlais des tickets de concert. Enfin, je crois que vous avez travaillé avec des entreprises fashion aussi. Ça va être intéressant de savoir comment vous avez pu établir des projets pour des boîtes, mais sans aller trop vite. Tu as cette communauté de particuliers qui grandit. Et puis tu me dis qu'il y a des produits NFT qui viennent vous voir pour aller faire la promotion de ce qu'ils font auprès de votre communauté. Donc de fil en aiguille, la communauté grandit. C'est quoi la suite de l'histoire? Je pense que c'est là que je me rends compte qu'il y a moins finalement de commercialiser un peu tout ça, parce que je me dis, si finalement des gens sont intéressés par faire leur publicité, ça peut être rémunéré.
Au début, je fais ça gratuitement. En fait, les projets me donnent de la valeur et moi, j'en profite pour faire quoi? Bah, du coup, je vais dire aux gens, voilà, concours de base, vous invitez deux potes ou par exemple, vous Ok, allez ok. liker mon post sur Instagram et ben, vous êtes dans le tirage au sort pour avoir, pour gagner par exemple le NFT ou tel Ouais, avantage. Euh, En fait, les concours nous ont énormément aidé à évoluer finalement. Ça nous a vraiment aidé à, je dirais, de passer 2 fois 2 toutes les semaines. On a pu avoir une courbe plus exponentielle ouais. Mhm. pour pouvoir avoir le fois 2 chaque semaine de gens qui devaient inviter un pote pour participer au rendez-vous d'après. Plus, en fait, finalement, le côté cadeau qui permettait d'aller chercher plutôt en fait, une audience beaucoup plus large. Et ça, c'est Quand quoi? déjà C'est on offre sur, un NFT. c'est juste une page Insta, ça. On avait Discord, on avait une page Instagram, on avait une page sur Twitter aussi qui nous ont beaucoup aidé, qui est X maintenant. Donc on a essayé de tenter à plus d'endroits, en fait, simplement viser un maximum de monde. Ouais. Et donc ouais, quand ces gens-là en fait nous disent qu'ils veulent faire de la publicité, en fait on évolue. Et je te résume, hein, mais après 1 an et demi de boulot et beaucoup de travail, beaucoup de justement de petits concours d'invitation, de partenariats avec des sociétés, de développement, de communication aussi dans la vie réelle, c'est-à-dire aller trouver des gens, leur expliquer ce qu'on fait et voir s'ils sont intéressés. Là, c'était 100% gratuit à ce moment-là. On est vite monté, on était plus ou moins 10-15 000 personnes dans la communauté finalement au bout d'un an et demi quoi. Ok, génial. Donc ça, c'était vraiment chouette. Mais en version gratuite à ce moment-là. Rien de commercialisé, pas d'argent rentré. Toujours tout seul, du coup, toi et la communauté. Ou il y a d'autres gens, un peu des admins, des modérateurs, et un truc qui se met en place ou... Alors, j'ai d'office fait un peu ce côté phase de recrutement où tu vois, on avait des fois des modérateurs, un peu comme je te dirais, un streamer ou Ouais, un mec qui fait des lives sur TikTok va recruter des modérateurs. Moi, j'avais recruté des modérateurs où je leur disais, voilà, en fait, c'était simple, mais c'était un modèle économique fou parce que les boîtes me donnaient des NFT pour pouvoir faire des concours à la communauté. Un exemple, il me dit, ok, je t'en donne 10. Moi, j'allais dire, ok, fine, j'en garde par exemple 8 pour la communauté et j'en donne 2 aux modérateurs. Donc, en fait, finalement, ça me coûtait rien. Eux étaient ouais, payés. Mais moi, mm, je sortais 0 € de ma poche, tu ouais. vois. Et en fait, je faisais juste un peu de transition en disant, mais regarde, finalement, lui a pu être aidé, lui a pu être se lancer. Donc en fait, il y a plein de modérateurs qui veulent venir bosser pour moi, mais moi, Ouais, je sortais rien de ma poche. Donc on a réussi à faire une grosse équipe à ce niveau-là, donc on pouvait développer de plus en plus de choses, ce mm. qui nous a aidé à se lancer finalement aussi. Honnêtement, on a toujours été plusieurs sur le projet. Ouais, tout le monde a été gagnant avec ce système de paiement de salaire par NFT, quoi. C'est bon. Exact, c'était vraiment ça. Et la transition vers un modèle payant, elle s'est faite comment? Bah, je suppose que tu as toute cette communauté qui a une valeur claire. Tu as enfin, sponsors avec qui tu commences à travailler. Le premier client payant, ça se passait comment? Alors, au début, les clients payants qu'on a fait, ça a toujours été des entreprises, donc en B2B. Pourquoi? Parce que au début, je mettais un point d'honneur à ce que la communauté reste gratuite, à 100% gratuite. Pourquoi? Parce que je me sentais bien, que ça fonctionnait bien, qu'on faisait qu'évoluer, c'était encore intéressant pour nous. Et un peu ce tapas du gain aussi. Je me dis, ok, maintenant on est 30 000 et à un moment donné, on fait ça à 10 € par mois, enfin, tu vois. Et donc, t'as un peu ce côté où tu te dis, ok, tu en veux toujours plus. Et je pense que c'est aussi les bases de quand tu démarres un projet qui tient le coup et que t'as de plus en plus de clients ou de suivi, t'as envie de faire plus. Et au début, on commercialisait que le B2B, c'est-à-dire qu'en fait, les boîtes qui venaient en disant, ok, j'ai une audience de 15 000 personnes qui sont pile exactement dans la cible que je veux, tu lances un projet NFT. On était quasiment les seuls sur le marché francophone. Donc, je veux dire, à ce moment-là, dans ce qu'on faisait, ce côté communautaire, alpha, il y avait beaucoup de projets NFT francophones, mais il n'y avait pas de communauté qui était Ok. finalement intangible, dans le sens où il y avait des gens qui venaient, des projets francophones, ils lançaient leur projet. Une fois que c'était lancé, les gens, ils allaient vendre le NFT, et puis finalement, ils partaient. Ouais. Là où nous, on avait développé un projet où, en fait, les gens, ils passaient d'une collection à une autre, mais nous, on Mm. restait vu qu'on n'avait pas de collection NFT, on était juste une communauté qui parlait des collections NFT. Et, euh, et finalement, de fil en aiguille, on est resté, on faisait payer les marques, du coup, qui disaient, ok, mais moi, j'ai 15 000 personnes qui sont là depuis 2 ans maintenant, qui sont pile dans la cible, ils sont tous francophones, un projet francophone qui se lance ou un Ouais, projet ça a une étranger qui valeur veut de leur faire dingue. ils disaient, c'était incroyable. Bah ouais. Plus leader du marché, à ce moment-là, 15 000, ça fait peut-être pas beaucoup, on se dit Instagram, 15 000, c'est pas fou, mais à ce moment-là, Si 15 les 000 gens dans le sont marché francophone engagés, en tout NFT, cas, si t'as l'air d'avoir une communauté qui est quand même engagée dans ce que tu c'est fais, ça. donc c'est pas 15 000 followers dormants, quoi. C'est ça. Nous, on faisait à ce moment des tweets, on avait peut-être 7 ou 8 000 personnes qui allaient réagir, commenter, donc c'était important pour la société. Puis Mm. au-delà de ça, c'était 15 000 personnes. À cette époque-là, dans le marché NFT francophone, c'était C'est quasiment énorme, tout le monde, dis-toi. Tu vois, donc honnêtement, c'était quasiment tout le monde. Et donc, enfin, tu sais, c'est con, mais moi, des fois, je voyais des potes que je croisais dans la rue qui savaient pas que c'était moi, parce que moi, j'avais toujours eu un pseudo à ce moment-là aussi. Et ils me disaient, ah, attends, tu es dans les NFT, ah, tu dois absolument rejoindre ce projet. Et en fait, ouais. c'était le C'est mien, tu moi. vois. Et donc, je savais qu'on avait un peu pris à ce moment-là, quand c'était le cas. Et donc, ouais, c'était beaucoup de marques qui payaient au début, c'est-à-dire ils payaient pour de la publicité, grosso modo. Ils payaient pour être vus, ils payaient pour la communication, ils payaient pour qu'on les mette en lumière finalement. Ok. Donc Hop. voilà. Ensuite, si tu veux l'info, t'as une question? Non, vas-y, continue.
si tu veux l'info, en fait, on a commencé comme ça. Et pour t'expliquer dans la transition, on a commencé à faire rémunérer les particuliers. C'est qu'à un moment donné, on est arrivé à plus de 15 000 personnes. Et là, il y a eu des moments un peu de doute, des marchés qui allaient moins bien, etc. On a perdu un peu d'engagement. Et là, je me suis dit, ok, il y avait encore 2 000 personnes qui restaient et qui me disaient, ok, Van, ça va moins bien. Parce qu'avant, tu sais, je postais un message en disant, voilà, ce projet-là va se lancer. Je connais déjà un peu ce que c'était avec le fondateur, c'était bien, il y avait ci, il y avait ça. Le projet il se lançait, il explosait, tout le monde était content, tout le monde avait fait de l'argent. Quand ça va un peu moins bien, il faut être plus malin, il faut être plus réfléchi, il faut faire des meilleurs choix, il faut mieux gérer son investissement. Et là, finalement, les gens me disaient, ok, mais moi, maintenant, je gagne moins d'argent, comment ça se fait, comment ça peut se passer? Et là, je me suis rendu compte que dans les phases, ça allait moins bien, c'était impossible de fournir la même valeur à tout le monde. Quand tout va bien, c'est trop simple. Entre guillemets, je te résume, c'est pas c'est illégal, mais je te résume vraiment, je caricature. Acheter ça, les yeux fermés, on cliquait sur une crypto ou un NFT au hasard. Finalement, le truc il explosait et parce que tout le marché évoluait tout le temps et ça se passait bien. Quand ça va moins bien, c'est plus le cas. Il faut vraiment être beaucoup plus réfléchi. Et là, du coup, ça dépend des gens, de leur investissement, l'horizon de temps, plein de choses. Et donc, on s'est dit, ok, si on veut pouvoir aider ces personnes-là qui veulent vraiment être aidées et que ceux qui finalement qui veulent pas être aidés, on les élimine, c'est la seule manière de pouvoir filtrer, c'était en fait de faire payer. Et donc, et beaucoup de gens de la communauté nous ont dit, écoute, moi je suis même prêt à payer pour avoir ton suivi, mais juste, là, là finalement je vais partir parce que tu m'apportes plus rien vu que tu accordes un 14 millième de ton temps à tout le monde. Accorde moins de temps à des gens qui veulent vraiment. Et puis au-delà de ça, tout a toujours été gratuit. Et souvent c'est pire parce que j'ai appris ça, mais toi, les gens qui ont des projets gratuits, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment donné, ils vont toujours critiquer. Ouais, c'est gratuit, ouais, mais t'as pas fait ci et ça pour nous. Ah ouais, mais t'as pas ramené ce projet-là. Ah ouais, mais t'as pas ce partenaire-ci. En fait, ça faisait que râler. Et quand t'as des membres payants, ils sont souvent beaucoup plus sympas avec toi. Parce toi, ils comprennent la valeur de ce que tu proposes, ils ont une compréhension de ce qui se passe derrière, ils savent le boulot que tu mets en énergie derrière aussi. Et donc, en fait, je me suis dit, je perdais plus de temps à négocier, à me battre, à avoir ce côté image, à donner de la valeur à des gens qui étaient finalement un peu ingrats. Là où des gens qui étaient prêts à payer, avoir du vrai support et qui avaient vraiment envie de trader, où je passais des moments incroyables avec eux et j'arrivais vraiment à leur donner la valeur qu'ils voulaient avoir, quoi. Donc on s'est dit, ok, finalement on va tester une option, on va mettre un plan payant. Et là on a découlé le fait de créer la société, de tout mettre en place, de commencer à avoir notre projet. Donc finalement on a dit, ok, on va faire une vraie offre de valeur pour le B2B, une vraie offre de valeur pour le B2C. Et c'est là qu'on Euh, a commencé à vendre pour les deux. c'est quoi que Donc déjà, là, on est en quoi? En 2022, 2023? Là, on a quand même avancé, je crois qu'on était allé 2023, Ok. mi-2023 quand même. Ça a bien pris un an avant qu'on se remette Ouais, en ouais, pied, j'imagine. tout on était bien placé, bien mis. Ouais. Et ton offre B2C initiale, c'est quoi? C'est du conseil en investissement NFT ou c'est plutôt du coaching ou de la... ça prenait quelle forme? Ouais, alors nous, on donne pas de conseils étant donné que c'est légal. Nous, plutôt, ce qu'on va faire, c'est vraiment ce côté. Là, au début, c'était que l'accompagnement. Ça veut dire que c'est plutôt ce truc de. On va faire des conseils en sécurité. Il y a beaucoup, beaucoup de hacks aussi à cette époque-là. On va faire beaucoup de conseils sur par exemple, aussi comment réfléchir, comment développer une stratégie efficace, tu vois, mais pas personnalisée, juste plutôt une stratégie efficace globalement. Les NFT, comment ça fonctionne, pourquoi il y a telle ou telle réaction du marché quand on voit tel ou tel type d'action qui est mise en place. En fait, les réactions, les façons de réfléchir, la manière dont il faut anticiper les scénarios, pourquoi suivre telle ou quelle tendance, qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui l'est moins. Toi, on allait plutôt, en fait, surtout faire gagner du temps aux gens. Tu sais, les gens, des fois, ils n'avaient pas le temps. Ils me disaient, des fois, j'avais des gens qui avaient peut-être 40, 50 ans, qui travaillaient, qui étaient dans notre communauté, en payant, et ils me disaient, OK, moi, j'ai du boulot. Je peux pas me dire, je vais regarder les 20 collections NFT par jour sur laquelle il faut acheter. Donc, nous, en Ouais. fait, on triait pour lui. On lui disait, voilà, écoute, bah, il y a telle et telle qui sont intéressantes aujourd'hui. T'en fais ce que tu veux, mais ça va te prendre plutôt 15 minutes par jour. On a fait tout le travail pour toi. Ouais. Donc, gagner du temps, gagner de la compréhension, gagner de la sécurité, gagner tout ça. Et ça, c'est vraiment ce qu'on a fait au début. Et par la suite, on a développé l'offre des formations parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, beaucoup de gens me disaient, OK, moi, je veux absolument venir chez vous mais je suis pas formé, je fais comment? Et là, Ouais. du coup, en fait, on perdait tous les débutants, on les avait pas, parce qu'ils nous disaient, en fait, ton truc, c'est un truc d'expert, c'est pour les gens qui s'y connaissent déjà et qui veulent être accompagnés, mais moi qui connais rien, ça fonctionne pas. Et donc, on s'est dit, ok, ben, par la suite, on a développé l'offre de formation, où là, on s'est dit, on va aider. C'était aussi mal vu, c'était un vrai challenge pour nous, c'était ce côté de formation de crypto, c'est hyper cliché. Donc, nous, on a longtemps lutté pour ne pas aller là-dedans. Et en fait, c'était vraiment une demande de la communauté. Donc finalement, on a répondu à une demande de la communauté, on se fait un peu incendier, mais aujourd'hui, on arrive à onboarder des gens qui veulent vraiment apprendre et vraiment comprendre comment ça fonctionne. Et ça, pour nous, ça reste aussi un but social qui nous donne aussi de la valeur et qui nous fait plaisir à faire aussi. Et donc finalement, c'est un win-win, mais c'est vrai que ça a pris du temps. Donc c'est d'abord l'accompagnement, puis les formations afin d'arriver à l'offre complète finale, quoi. Et les formations, ça prend quelle forme? Ça prend les formes de vidéos enregistrées ou de live ou d'accompagnement one-one? Ça prend quelle forme? Les, les, je dirais 3 voire 4 pour te dire. Alors en fait, nous on a vraiment deux méthodes de base, soit des formations en présentiel, où là du coup on fait des événements une fois par mois, une fois tous les 2 mois, grosso modo, quand
quand on sait se permettre de pouvoir le faire au niveau timing. Et donc, en fait, on cale des salles. Et là, en fait, on fait vraiment par groupe de 10, 15 maximum. On fait des petites formations en présentiel sur une journée, où là, le but, c'est vraiment de se dire, OK, tu arrives le matin, tu repars le soir, formé, mis en place, et t'es OK. Et ça, c'est payant ou c'est une tierce partie qui paye, qui sponsorise C'est les Ça, invités qui c'est payent payant ou... par les gens qui veulent se former, donc par les Ok. particuliers. Nous, on a le côté où on a aussi les formations en ligne, où là, c'est vraiment des capsules vidéo, où on a plus ou moins allez, 8 à 10 heures, donc on a vraiment beaucoup de valeurs offertes. On a 8 à 10 heures de capsules vidéo qui sont offertes. Par la suite, du coup, il y a tout ce qui est des lives, il y a des coachings il y a des coachings de groupe, il y a des coachings individuels. On a surtout de l'aide au lancement sur les types de sécurité adoptés, la mise en place, les stratégies, tout ce qui va avec. Et ça, c'est du coup, c'est compris un peu dans la valeur plutôt digitale et en tout cas en ligne, quoi. Ok. Donc ça, c'est une offre B2C qui commence à bien se ficeler. Avant de passer un peu sur tes premières prestations pour les entreprises, c'est quoi un peu je sais pas, la communauté gratuite? Est-ce qu'elle a converti facilement en coaching un peu d'accompagnement payant? Les gens que vous trouviez pour les formations, est-ce qu'ils venaient principalement de la communauté ou vous avez dû faire un peu d'ads? Ça s'est mis en place comment? Parce qu'avec une communauté solide, j'ai pas l'impression que vous aviez dû faire des pubs ou quoi aussi. Bah, figure-toi que, quand même, en fait, parce que j'ai eu une. Pour être transparent avec toi, je fais des comptes en sécurité et à un moment donné, je me suis fait hacker sur une méthode. Enfin, pas hacker mon compte, mais hacker un compte Discord, pour te dire. Sur. En fait, les hackers sont toujours hyper innovants. Pour expliquer l'anecdote en 2 secondes, mais c'est juste qu'en fait, le mec me parle de son projet, etc. pendant, je pense, 2 3 heures. Vraiment, il explique, il me fait des vocaux. Le mec, vraiment, bien parlé. Et en gros, toute nouvelle méthode à l'époque, c'était vraiment tout début. Moi, je veux être gentil, donc, tu sais, à un moment donné, je lui réponds à son truc, je dans son projet. C'est vraiment une discussion qui dure bien 3 heures avec des vocaux et tout ce que tu veux. À un moment donné, juste je rentre sur un Discord, comme je fais ça tous les jours, peut-être 20 30 fois par jour. Et en gros, le bot de vérification pour vérifier que t'es un humain, c'était un faux. Et honnêtement, la réplique telle quelle, etc. Derrière moi, ça a été un carnage, le nombre de gens qui se sont fait avoir par les mêmes choses. Euh, Il y a eu ça. Je pense que du coup, après, moi j'étais un peu dans une phase où ça faisait quand même 2 3 ans du coup que je faisais ça tu sais, tout le temps à balle, les 2 ans et demi, tous les jours, avec énormément de passion et t'as un peu sentiment d'injustice. Tu te dis, ok, c'est moche, ça arrive à toi. Plus, moi j'ai dû faire un stage pour l'université. Moi j'ai quand même fait mon master en parallèle de tout ce projet, donc ça m'a pris quand même beaucoup de temps. Mais du coup, avec cette arnaque-là, t'as perdu ta communauté Discord? Je suis pas perdu parce que j'avais toujours des accès, on avait des moyens de sécurité, mais en tout cas on n'avait plus les mêmes accès qu'avant et ça a finalement quand même mené peut-être aussi à un moment donné un léger manque de confiance à ce moment-là parce que c'était juste, tu sais, c'était en fait une communauté qui a grandi un peu sur le fil. Je te dis au départ c'est juste ok invite un Ouais, pote et ouais, viens, ouais. puis ouais fais ci et viens. Et donc puis j'ai dû faire mon stage du coup chez Odoo, donc moi je fais mon stage chez Odoo, et là du coup j'ai vraiment mis de côté pendant 6 mois je te dirais ça. Et donc pourquoi j'en viens à expliquer ça, c'est que après ça, je me suis dit, ok, si je veux lancer un truc, je le fais bien. Ça veut dire que là, j'ai fait Ouais, ouais, ouais. audit en cybersécurité, j'ai tout mis en place, stratégie, refonte du nom, branding, Discord, tout retravaillé pour que ce Ah, soit mais nickel. toi, Là, tu sais que j'ai. dans ton cas, du coup, t'as déjà la preuve, t'as déjà l'attraction de la marché, tu sais qu'il y a la communauté, tu sais qu'il y a le truc. Et donc là, ok, j'arrête de patauger, j'arrête de bidouiller, je pars sur un truc solide. Et donc là, dans ce cas-là, je te dis oui, faire les choses légalement bien, là, ça fait du sens, tu vois. Parce que t'as déjà C'est l'attraction ça. qui a Donc été là, moi, à ce prouvée moment-là, je me derrière. suis dit, ok, là, j'ai vraiment, tu sais, on s'est fait accompagner d'un avocat, on s'est fait accompagner. Là, vraiment, c'est dit, ok, moi, Ok, si je ok, reviens, ça ok. pour dire aux gens, regardez, on peut se refaire hacker. Donc, tu sais, moi, je suis arrivé en disant, ça arrive, ça peut arriver à n'importe qui. Moi, j'ai pas perdu de compte. Ça a pas impacté la communauté, ça a impacté que moi. Donc, tu vois, enfin, vraiment, les gens étaient sereins. Je veux dire, ils risquaient Hmm. rien, quoi. Donc, tu vois, je me suis dit, ok, fine, je vais revenir avec un truc bien fait. Mais du coup, ça m'a, tu sais, entre le moment où toi, si tu fais un peu le calcul, entre le moment où il y a eu ce hack, temps de le digérer, le stage en entreprise, 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois, puis le temps qu'on prépare ce retour-là, bien mettre en place, il y a eu finalement plus ou moins 6 mois qui se sont écoulés où on a été vachement ralenti au niveau activité dans la communauté. Mais comment on a lancé l'offre payant, on a eu pas du tout autant de personnes que ce qu'on espérait à l'époque où on voulait le lancer. Donc, des illusions parce qu'on s'est dit, moi je me suis dit, ok, j'ai bossé 3 ans, on avait 20 000 personnes, je me suis dit, allez, enfin, moi je vais signer ça, tu sais, dans ma tête c'est con, et je me dis, allez, s'il y en a 5 000 qui payent 10, 20 euros par mois, je vais faire 10 000 euros, ok. Putain, et puis finalement, tu vois, genre je te dis ça, mais je crois qu'il y en a sur 100 qui prennent, tu vois. Pas mal hein, pour un mode business, mais tu sais, 100 qui prennent un mois, c'est même pas le 1 an, c'est le 1 mois, on va voir, j'ai hâte de. Pas ouf quoi. Et puis, alors je dis pas ouf, il faut être conscient, un premier business, 100 personnes, c'est très très bien, mais c'est vrai qu'on partait de 20 000 qu'on avait Ouais, comme ouais, espoir, ouais. quoi, tu vois. Et c'est quoi, tu penses, c'est ce temps de battement entre les deux qui a un peu désengagé la communauté, plus le hack qui a enlevé la crédibilité, c'est quoi?
Je pense que le hack, on a vraiment réussi à faire face à ça dans le sens où quand je suis revenu, moi je fais toujours les choses à fond et quand je suis vraiment revenu, je te dis, avec des avocats experts du secteur, des machins, des feedbacks, des sécurités, des audits, des trucs. Vraiment, on est revenu avec sécurité, business plan, façon dont on avait pensé, tout était nickel. Le truc, c'est que je pense que c'est vraiment le battement et le marché. Pareil, c'est un peu le gros problème de la société Orbit, c'est que on dépend un peu du marché. Donc finalement, tu vois, entre le marché, entre le moment de battement qu'on a eu, les gens sont juste un peu, ont été aussi voir ailleurs. Tu sais, aussi quand nous, on a été un peu en down, bah, je te cache pas qu'il y a plein d'autres boîtes qui ont voulu faire comme nous, donc qui ont lancé leur projet sur le côté, qui ont profité de ça. Et ils ont bien fait. Donc on a été peut-être un des précurseurs à ce moment-là à le faire. Finalement, d'autres ont évolué à ce moment-là. On a pris le temps de se prendre du recul, ce qui nous a permis d'attaquer mieux par après et d'être mieux en phase avec nous-mêmes. Et donc, je pense que ce moment de battement et ce marché a fait que ça a été moins performant au début et donc moins bien que ce qu'on croyait. Et donc, pour en revenir à ta question, on a quand même dû finalement partir sur de la com en one-to-one, partir sur des événements IRL, enfin des événements réels, je veux dire. On est parti sur plein de choses et donc on avait besoin de tout ça finalement pour se développer, même si on avait quand même déjà. En fait, ce qui nous a surtout aidé, c'est qu'on avait quand même les contacts nécessaires. Ça, c'est pour moi, c'est ça qui était game changer, je dirais. C'est que, tu sais, quand j'appelle des grosses boîtes, ils savaient qu'ils avaient bossé avec moi, ils savaient qu'ils avaient été contents, ils savaient que j'avais bien fait mon taf. Et ça, que je me suis fait hacker mon compte ou pas, je veux dire, ça pourrait arriver à tout le monde. Tu pourrais te faire voler ton téléphone, c'est pareil, tu as changé de numéro, bah, grosso modo, c'est un peu ça. Et donc, ils m'ont juste dit, écoute, nous, on te refait confiance. Et donc, en fait, ils m'ont fait confiance très tôt. Donc, j'ai pu. C'est un peu comme si t'as été hyper musclé, t'arrêtes la salle, mémoire musculaire, tu reviens vite musclé, c'est pareil, tu vois. On a été vite très bon. Du coup, on est un peu redescendu à ce moment-là. Mais quand on a repris l'activité, on a eu tellement de gens qui nous ont fait confiance que, tu sais, finalement, c'est bête, mais arrivé en disant, voilà, on revient. Nouveau branding, nouvelle sécurité, audit, cybersécurité, suivi d'avocats, clients, machin, etc. Plus on est accompagné par tel et tel géant du secteur, bah tu vois, ça nous a permis de relancer notre projet, quoi. Et donc là, c'est ça que c'est reparti en version payante. Top. Je profite des dernières minutes pour partir pour explorer un peu le B2B. C'est quoi votre premier service que vous avez implémenté dans une boîte? Donc, tu as parlé de ticketing NFT, tu as bossé avec des boîtes de fashion. C'est quoi ton premier client? Comment tu l'as eu? Et c'est quel type de prestations que vous avez fourni? Alors au début, nous, on faisait beaucoup de services je te dirais, d'influence, dans le sens où on avait une grosse communauté. Donc en fait, nous, notre objectif, c'était simplement de faire connaître la marque, les services de la marque, les produits de la marque à une audience engagée et formée à la technologie. C'est ce qu'on a fait beaucoup, beaucoup. Je veux dire, on a la plupart des grosses boîtes qui nous contactent, c'est vraiment, voilà, ils savent qu'on a une audience. En fait, nous, on onboard beaucoup de gens chaque semaine, aux formations, grâce à l'apprentissage. On onboard aussi on a beaucoup d'experts qui sont avec nous aussi, qui nous accompagnent. On a aussi développé du coup ce réseau aussi d'apprenants, de plutôt de personnes qui vont apprendre aux apprentis. Donc on a beaucoup d'experts qui viennent juste pour échanger leur savoir, etc. Donc on a une communauté variée et diversifiée, donc ça intéresse la société. Donc on a beaucoup vendu ce côté communication et je te dirais un influenceur qu'on avait pour te dire un peu le type de deal, c'était on devait parler autant de fois d'eux dans un live, on devait faire un tweet sur eux, on devait faire un événement où ils venaient sponsoriser un événement, etc. etc. Ça c'était beaucoup ce qui a été fait. À l'occasion aussi, moi je fais des services un peu d'advisory, donc ça c'est vraiment le côté de plutôt conseil en entreprise, conseil en stratégie d'entreprise. Là c'est plutôt des boîtes qui me disent ok, moi j'ai tel ou tel projet, est-ce que tu veux bien, tu sais moi comme ça fait maintenant je sais pas combien enfin 4 ans que je suis dans un tout début des NFT, j'étais là. Quand une boîte lance les NFT, bah, finalement moi je peux énormément l'aider à savoir comment fonctionne le marché, quelle est la méta, quelles sont les tendances actuelles, comment nous on peut t'aider à ça, qu'est-ce que tu dois respecter comme conditions. Ces fois c'est des petits bêtes, mais quels sont les codes adoptés pour intégrer tel ou tel marché, telle ou telle zone géographique, etc. etc. Et Et moi, j'accompagne là-dedans à titre personnel. c'est courant ça des boîtes qui commencent à vouloir diversifier leurs investissements dans les NFT. Et si oui, c'est à qui tu t'adresses? C'est au CEO directement ou c'est un département investissement? Ça se passe comment? Alors, je dirais que bien souvent, c'est plutôt diversifié en crypto. Les boîtes qui veulent souvent avoir des advisories en NFT, c'est plutôt dans le fait qu'ils veulent des fois créer une collection NFT ou ils veulent des fois utiliser la technologie derrière les NFT pour pouvoir justement faire quelque chose dans leur société. Et c'est Typiquement, Ami propre Paris. ouais, c'est propre aux industries. Comme à Mi-Paris, tu vas parler de fashion. Il n'y a pas toutes les industries qui commencent à vouloir diversifier leur portefeuille en crypto, tu vois. Aussi, en Ça NFT, dépend. pardon. Ça dépend. En vrai, pour le moment, on a un peu de tout. On a un peu la voiture, les fashion. Ça dépend. En fait, ça dépend un peu de. Tu sais, des fois, il y a aussi ce côté juste. Tu sais, on a eu beaucoup de clubs. Tu sais, ce qui se fait beaucoup, c'est typiquement. Tu veux faire rentrer dans un club. Tu sais, avant. Je te donne un exemple. On a eu un client, c'était un club de vin. Il rentre. En fait, avant, son client, il payait des fois 100 balles l'entrée pour le club, je sais pas moi, par une fois à vie. Puis après, ils avaient accès à venir des dégustations tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Et dès que les gens étaient pas là, ils faisaient leur carte à quelqu'un d'autre. Et donc en fait, il disait, mais moi j'ai toujours 100 personnes alors que je vois bien que c'est pas toujours les mêmes têtes. Là, il disait, il y a un problème.
On a juste implémenté les NFT où en fait on a dit ok maintenant ta carte ce sera une carte NFT. En fait grâce à la blockchain on peut tracer chaque transaction. On peut dire regarde lui il a échangé sa carte, il a envoyé sa carte à un tel ou inversement. Et donc en fait aujourd'hui on pouvait tracer les échanges qu'il y avait. Donc lui il disait aujourd'hui il y avait peut-être des fois que 50, 60, 40% à ces événements. Les gens qui payaient avaient accès. Mais du coup ceux qui payaient pas ils pouvaient pas donner leur carte à quelqu'un d'autre. Un peu le même mécanisme qu'a voulu faire Basic Fit à un moment donné. Et donc, euh, et donc en fait, on lui a pu économiser beaucoup d'argent, parce qu'au lieu de des fois dépenser 1000 euros par déguisation, il en dépensait peut-être que 400 ou 500. Donc ça permettait finalement à lui de se développer son business. C'était une des technologies. Tu vois, finalement là derrière, il n'y avait pas forcément d'industrie spécialisée, quoi. Ami Ouais. Paris, pour te dire un autre exemple, c'était juste uniquement, eux, ils vendaient leurs vêtements. Il y a toujours eu un peu ce dilemme de, ok, mais est-ce que c'est bien, enfin, est-ce que c'est bien la vraie veste? Est-ce que c'est pas une veste qui vient d'ailleurs? Et on n'a pas forcément beaucoup d'infos. Et ben eux, ils ont mis les certificats d'authenticité. Oh là, je l'ai plus là. D'authenticité. D'autant- Ah ouais, d'aut- j'avoue. Ah, tu l'as raté aussi. Authenticité. Ok. Voilà. Donc, ils ont fait ce certificat-là en version NFT. Pourquoi ça permettait de dire, regarde, lui, il est associé à la veste. Donc, ça veut dire que toute sa vie, on pourra voir que ce certificat, il a bien existé. C'est bien le même code qu'il y a sur la veste. C'est validé. C'est bien une vraie. Et donc, ça nous a permis de pouvoir développer cette technologie pour des vêtements aussi. Donc, là, il y a vraiment toute une utilisation. En fait, nous, on vient à ce moment-là que ce soit communiqué pour une boîte ou alors aussi la conseiller dans les bonnes méthodes et les bons codes adoptés pour pouvoir justement développer ce type de technologie-là. C'est quoi les industries les plus porteuses en termes d'implémentation des NFT? Je suppose que c'est la fashion, le ticketing, on entend beaucoup. C'est quoi les trends en ce moment? Alors, je pense que la meilleure utilité, selon moi, et je le maintiens depuis des années, c'est sûrement le côté billetterie. Pourtant, c'est pas encore assez répandu par rapport à ce que je croyais. Quand je vois quand je vois les bienfaits que ça pourrait apporter à l'industrie, le problème aujourd'hui, c'est que l'industrie est vraiment bien sécurisée par des acteurs qui ont bien fait aussi leur contrat, leur manière dont ils font les choses, tout ce qui va avec. Je pense notamment à tu sais, des tickets de master, vraiment des trucs de Ouais. billetterie, ticketing. Euh, donc Et c'est t'as un peu déjà plus essayé d'approcher compliqué. des gros comme ça, des Eventbrite, des Ticketmaster? T'as déjà essayé de rentrer Ouais. en contact Alors, avec en fait, eux? on a des partenaires qui, eux, le font. Nous, on va surtout, je te dis, on va plutôt aider une fois que on va rarement négocier les deals pour mettre en place la tech, tu vois. Nous, on va pas vraiment dire, ok, nous, on n'est pas des développeurs, on n'implémente pas. Nous, on va plutôt dire, regarde, on va Ok. plutôt m'appeler en disant, ok, j'ai un deal avec eux. Ils savent pas, maintenant, ils savent qu'ils veulent se lancer, mais on a sûrement besoin d'aide pour savoir Ok, comment le faire ok. correctement. Et Donc c'est là que nous, on intervient. à Tu ce vois. jour, c'est toujours du conseil et de l'accompagnement. Il y a pas de côté technique qui est mis en place par vous. Nous, on n'a jamais intégré le technique. En fait, D'accord. on a une liste de peut-être aller 30 devs qui sont incroyables et qui bossent comme des fous, 50 000 fois mieux que ce que je pourrais faire. Et je pense que peut-être que dans peut-être un futur moyen terme, on peut peut-être intégrer des devs dans notre équipe pour pouvoir le développer pour eux. En tout cas, à l'heure actuelle, dans le stade dans notre développement, on est très content de déléguer la partie dev. Je comprends pas le dev, j'ai toujours du mal. Je pense que c'est un combat un peu éternel. Les devs sont super bons et incroyables. Ils comprennent bien souvent pas forcément le marketing. Et moi, dans un but marketing ou en tout cas commercial, etc., je comprends pas du tout ce que font les devs. Et donc finalement, c'est vrai que pour le moment, en tout cas, je me sens pas prêt Ouais. à intégrer cette partie-là dans la société. Et je te dis que je reste humble dans le sens où je développe aussi d'autres business sur le côté. J'ai cette chance-là. Et je sais que intégrer ça veut dire aussi développer un nouveau segment de clientèle, pouvoir aussi enfin, demander du commercial à ce niveau-là. Et à l'heure actuelle, ça veut dire aussi beaucoup de coûts, beaucoup de développement. Là où ce qu'on fait, on le fait bien, on sait ce qu'on fait, et c'est aussi plus rassurant, c'est une zone de confort que je pense qu'on peut encore travailler un petit peu pour la rentabiliser plus et développer ce côté non, un peu ce côté voilà, développement d'image de marque avant de vouloir développer d'autres choses. Ok. Et donc dans le process de l'implémentation des NFT pour une entreprise, vous vous positionnez où? C'est d'abord un acteur cet acteur vous contacte, et puis les devs, et puis le projet est livré. Alors ça dépend. En fait, moi j'ai développé un peu mon image de marque de plus en plus depuis un petit temps. Allez, je dis image de marque, on s'entend. Je sais pas de là à dire que j'ai une image vraiment luxueuse. C'est plutôt dans le style de fait de développer ce côté personal branding. C'est plus là que je voulais en venir. Et donc des marques des fois me contactent directement moi pour avoir de l'advisory, pour pouvoir faire appel à mes services de communication, peu importe. Donc c'est souvent de l'inbound. Donc l'inbound c'est le côté, pour expliquer aux profanes d'entre nous, c'est vraiment ce côté de les marques viennent à toi en fait finalement, tu dois pas les Mhm. contacter toi-même. J'ai cette chance parce que comme on fait pas beaucoup de clients, on n'a pas besoin de beaucoup de clients pour pouvoir justement en vivre et finalement se développer. Et comme je suis pas en train d'en faire une industrie non plus, pour le moment je travaille beaucoup sur la valeur et sur le développement qu'on a. On suit aussi les cycles de marché et donc finalement aujourd'hui ça nous convient assez bien, donc on vit de ça. Et voilà, hein, globalement, c'est les marques qui nous contactent à un moment donné quand ils ont besoin de nous et on fait un petit peu d'outbound avec certaines sociétés qu'on veut vraiment avoir. Mais là, du coup, c'est plutôt l'aspect networking qui prime où on se déplace dans des événements, on va, Ok, on va chercher le gars qui peut nous aider et on y va à fond, quoi. ok.
Tu m'expliques comment vous avez été en contact avec Ledger et vous avez fait quoi pour eux? Contact avec Ledger, je pense que ça c'est un peu le même principe que contact avec Sora, on a travaillé avec des grosses boîtes et tout. Je pense que, en fait, c'est à quel point tu es prêt à aller chercher le contact, tu vois. C'est ce truc-là, mais en fait, tu vois, typiquement, pour moi, quand tu veux vraiment le contact de quelqu'un, tu dois te donner tous les moyens pour y arriver. On m'a raconté une fois une anecdote d'un gars qui voulait, je pense, c'était une. Je sais qu'on m'a raconté cette histoire, mais je sais plus exactement qui me l'a raconté, et peut-être j'aurais pas tous les termes, même pour côté l'idée globale. Il avait dit, ok, en fait, un mec qui voulait faire sa pub auprès de Bill Gates. Et en gros, ce qu'il avait dit, c'est qu'il avait dit, ok, simple, il avait passé des entretiens pour devenir agent de sécurité, il avait fait des tests pour l'agent de sécurité de Bill Gates, il l'avait accompagné dans une voiture, il avait eu un trajet en voiture avec lui, je pense, de 2 minutes. Il avait pitché l'idée à Bill Gates, il avait dit, ah, c'est sympa ce truc-là, et après, il avait gardé cette phrase-là dans toute sa campagne jusqu'à la fin de enfin, la fin de l'histoire de la boîte, tu vois. Et en fait, je me suis juste dit, c'est con, mais en fait, là-dedans, ce que je veux dire par là, c'est à quel point tu as envie de trouver le contact. T'es devenu le gardien d'Éric Larchevêque, c'est ça où tu veux en venir? J'ai pas été jusque-là, mais en gros, c'est con, mais typiquement, il a été par en investissement à Mons. Donc, tu le vois dans Ouais. des événements qui sont proches de toi, déplace-toi, vas-y, attrape-le à la fin de la conférence, discute avec lui. Là, c'était typiquement ce qui m'a beaucoup aidé. Moi, c'est comme j'avais quand même beaucoup de réseaux dans le secteur avant d'avoir les géants de l'industrie. Nous, on a dit, j'ai par exemple, j'allais voir sur LinkedIn qui était en relation avec lui, je voyais qui je connaissais. Si je connaissais personne, j'allais voir ses relations tout court. Je regardais qui je pouvais connaître, qui pouvait connaître un gars de ses relations, qui pouvait le connaître lui. Et en fait, finalement, c'était plutôt du référencement. C'est ok, introduis-moi. Mets-moi en contact avec un tel me mettait en contact avec lui, puis avec lui, et finalement t'arrivais à riche la personne de contact. Alors nous on n'a jamais été en relation directement avec Eric Larchevêque, hein, dis-toi, c'était plutôt on est en relation avec le head partnership quoi, directement le mec qui s'occupe de ça quoi. Ouais. Ok, Donc voilà. top. Je finis cet épisode, même si j'aurais pu continuer encore 6 heures, c'est clair. Sur, voilà, sur ces 8 dernières années, tu as construit une communauté, tu as réussi à monétiser une communauté, tu as commencé à travailler avec des entreprises. C'est quoi voilà, les leçons, les apprentissages, les gros trucs, si tu pouvais parler à Evan de 2017? Alors je l'ai compris il y a pas longtemps, mais allez, j'irai pour donner deux trois conseils si je pense à ce qui me vient en tête comme ça. Le premier, j'irai la gestion du temps. C'est fou, mais la discipline que tu peux avoir dans ta gestion de ton temps, s'il n'y a rien de plus clé. Tu sais, au début, moi, je disais, ok, je mettais un rendez-vous d'une demi-heure, et puis je mettais une demi-heure avant, une demi-heure après, puis tu sais, genre, tu te réveilles à 10 heures, tu dis, ok, mais je travaille beaucoup parce que tu travailles un peu le soir, finalement, des fois, tu te bossais plus. En fait, j'avais pas de discipline de gestion du temps, j'arrivais pas à me. Tu sais, c'est bien de dire, ok, t'as pas un job, t'es entrepreneur, tu fais ce que tu veux. Ah, mais c'est ça le problème, c'est que tu fais vraiment ce que tu veux. Tu peux vraiment faire ce que tu veux, tu peux aller. Moi, j'allais jouer au paddle à 14 heures, puis je me disais, ok, pourquoi pas finalement un match à 17, et en fait, tu bosses pas, t'avances pas, tu disciplines pas, et donc je dirais. Mettez-vous un cadre. Vraiment, essayez de prenez le temps de voilà, vous fixer des limites de ce que vous devez absolument faire, de ce que vous devez absolument atteindre, du temps que vous voulez absolument consacrer au travail. Parce que des fois, moi, je me dis, ok, je finissais vite en 1 heure, puis je bossais plus pendant 3 heures, ça fonctionne pas non plus. C'est vraiment, fixez-vous des limites de temps où vous devez bosser, avancer, mettez-vous des focus, et finalement, vous le faites pour vous, vous le faites pas pour une boîte, vous le faites pas pour personne d'autre, c'est vous le faites pour vous. Donc, si vous n'êtes pas prêt à faire ça pour vous, qu'est-ce que vous serez prêt à faire derrière? Donc, je dirais ça. Ouais, j'aime bien cette idée de booker du temps pour travailler parce que dans mes business aussi, j'ai un peu de fluctuation où parfois, bah, effectivement, t'as que 1 heure de trucs à faire. Il n'y a pas forcément d'autres trucs. Tu vois, il y a des bottlenecks, il y a des choses qui font que t'as pas forcément de choses à faire. Mais j'aime bien cette idée de se dire, ok, bah, c'est la journée quand même, que j'ai plein de trucs à faire ou pas, bah, c'est 8 à 10 heures de boulot par exemple. Ok, bah, t'as 7 heures, c'est génial. Ok, bah, vas-y, fais d'autres trucs avec, même si tu sais pas encore quoi faire. Donc j'aime bien cette idée C'est de. ça. Moi, ça m'a permis, honnêtement, ça m'a permis de. Tu sais, des fois, c'est bête, mais comme toi, des fois, t'as toujours des moments où t'as plus rien et tu te dis, bon, allez, là, j'ai plus rien, je vais rechercher après des gens, j'ai mes 3 podcasts qui sont planifiés, j'ai essayé ça, ok, bon, quid. Et là, typiquement, je me dis, ok, bah, je vais peut-être développer ce business-là, je vais peut-être lancer tel projet. Si t'as du temps, t'as du temps pour lancer quelque chose d'autre, t'as du temps pour te développer, t'as du temps pour approfondir ton offre, t'as du temps, t'as jamais assez de temps pour faire du commercial aussi, c'est con, mais contacter des prospects, du lead, etc., tu peux le faire à balle, tu feras un nouveau générateur. Et donc, en fait, finalement, moi, je me fixais des délais, des limites, des temps que je voulais absolument atteindre au niveau boulot, au niveau objectif aussi. Ça m'a beaucoup aidé. Et deuxième conseil, je dirais surtout de passer à l'action. Je pense que c'est celui que j'ai compris il n'y a pas longtemps parce que moi, j'ai toujours beaucoup trop intellectualisé les projets que je faisais. Tu sais, c'est vraiment avoir un business plan parfait, un business model Canva. Il fallait avoir mon aspect légal, mon point clair, mon offre de valeur, mon offre de prix, mes partenaires, tu sais, avoir fait un beau PDF avec des belles couleurs pour ma proposition de valeur pour le B2B, pour le B2C. Et en fait, je me suis dit, tu sais, j'ai passé beaucoup de temps à avoir une boîte très bien sur tous les points. Et un peu comme tu en as parlé aussi, finalement, il n'y a pas forcément assez d'action. Alors, assez d'action, c'est dans le sens où aujourd'hui, quand je lance une boîte, tu sais, je vais beaucoup plus bourrin. C'est-à-dire dans le sens où je vais développer l'idée, la mettre en place, étude de marché, quasiment direct. Pas besoin de se poser de questions, étude de marché. Les gens souvent évitent cette étape-là. Il n'y a rien de plus important. Testez. Vous verrez direct si l'idée est bonne ou pas.
Étude de marché, faire full personne. Étude de marché, c'est simple, mais dans l'étude de marché, vous mettez à la fin par exemple, tout ce qui est coordonnées de contact, s'ils veulent être contactés, etc. Donc, d'une part, vous faites la communication pour avoir des réponses. Et si jamais les gens sont intéressés, vous avez leur contact. Vous avez leur contact, vous avez vos premiers clients, vous pouvez lancer votre boîte. Et donc, en fait, derrière, après, tout ce qui se découle de ça, bah, c'est peut-être un peu d'admin, un peu de mise en place. Mais ça prend beaucoup moins de temps. Et donc, je dirais de pas trop réfléchir à est-ce que l'idée est bonne, est-ce qu'on pourrait retravailler comme ci, comme ça, est-ce que je devrais pas bosser tel point, est-ce que je devrais pas refaire le visuel de mon site, le truc, etc. C'est, je dirais, foncez, vendez, testez, et une fois que vous aurez ces infos-là, vous pourrez regarder au reste à tout ce qui en découle. Donc, passez à l'action, pas trop intellectuel, je dirais que c'est un de mes conseils les plus importants. Trop bien, génial. Assez classique comme conseil, mais très dur à appliquer dans l'action. Donc, super qualitatif. J'en finis juste avec une toute dernière petite question. C'est quoi le futur dans ta tête, dans ce que tu te projettes, le futur du Web3, des NFT, et comment Orbit s'aligne avec ça? Alors, nous aujourd'hui, on va s'attarder beaucoup sur l'aspect utilité réelle de la technologie, c'est-à-dire on va arrêter d'aussi de travailler sur le côté purement spéculatif des fois. Alors on n'a jamais été construit que sur spéculatif, mais ça a toujours fait part énormément du secteur du marché des NFT. Aujourd'hui, on se rend de plus en plus compte que on va par exemple tokeniser, on appelle ça, donc c'est vraiment mettre la valeur numérique derrière un actif. Et en fait, typiquement, on va se rentrer pour ça, pour l'immobilier, pour les billets, les tickets de concert, pour comment dire, des diplômes, essayer de vraiment attaquer des acteurs du marché qui peuvent vraiment changer le monde de demain, au-delà de juste s'attarder sur vraiment des petits points spéculatifs. Donc on a vraiment traîné vraiment le nombre de partenariats qu'on faisait. Au niveau particulier, on a développé une offre de prix qui était quasiment imbattable. Je te dis, on est passé d'une offre à abonnement à l'année où on a cassé les prix, on la passant à vie, où le but était vraiment de se dire, voilà, on veut onboarder un maximum de personnes et en fait passer vraiment dans l'optique d'un but social plus que d'un but commercial. Donc, ce qui nous a énormément aidé à se développer. Donc on a de plus en plus de clients, donc de plus en plus d'utilité aussi à faire. Et, euh, et voilà, sinon moi je développe d'autres choses. Là j'ai développé mes formations d'entreprise, un truc qui me drivait beaucoup sur d'autres secteurs. Moi j'ai développé beaucoup de compétences en vente sur le fil de mon parcours. J'ai vendu dans beaucoup de boîtes, j'ai fait vendeur chez Odoo, ça s'est très bien passé pour moi. J'ai fait vendeur dans toute ma boîte, si c'est moi qui vends, c'est moi qui étais chercher les grosses sociétés, alors que entre guillemets à 24 ans, tu vois, ça peut être aussi un peu surprenant. Tu sais, des fois tu arrives dans une société chez Ledger ou chez Sorar, tu te pointes, t'es à 24 ans, on se dit il vient servir le café, l'étudiant, il est où son t-shirt orange pour dire qu'il bosse chez Carrefour, tu vois. Et ben, c'est un peu le truc. Et donc, finalement, je pense j'ai eu l'occasion de transmettre beaucoup. Là, donc là, je développe de plus en plus de formations en société où je m'y plais énormément. Et je pense que cette optique de transmission de savoir me drive. Je pense que c'est un peu mon secteur à moi. Transmettre le savoir sur les cryptos en particulier, en société. Ici, qu'on transmette la valeur de savoir dans la vente, tout ce qui va avec. Je pense que c'est ce vers quoi je me dirige. Et c'est ce vers quoi j'ai envie de continuer, en tout cas, à l'heure actuelle. Donc Génial. voilà. Super finition. Si tu veux balancer un peu là où tu es actif, tes réseaux, moi je te suis principalement sur LinkedIn, mais je suppose que tu as encore un Discord, un Insta, ton site web évidemment. Tu peux donner un peu tout ça. Ça sera dans la Sinon, description, bah, hein, mais les trucs je peux te le principaux, dire est-ce que très les gens. simplement. Ouais. LinkedIn, c'est Evan Martin, donc Ouais. Evan Martin, et mon pseudo, c'est Nitram Evan. Pourquoi Nitram Evan? C'est qu'en fait, ouais, c'est juste Nitram, c'est Martin à l'envers, donc ça fait Nitram Evan. Et ça, c'est mon pseudo sur toutes les plateformes, donc c'est Ok, sur facile. Insta, sur Twitter, sur Twitch, sur tout ce qu'ils veulent, c'est Nitram Evan. Donc voilà, très très simple, Evan Martin LinkedIn, Nitram Evan sur les autres réseaux sociaux. Génial. Eh ben mec, on a un peu explosé le timing que tu m'avais mis, mais tranquille, ça a été un kiff d'être avec toi. J'aurais pu rester 6 heures comme je l'avais dit. Merci à tous pour votre écoute de notre petite discussion avec Evan. Super inspirant tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait. Et hâte de voir la suite, mec. Merci beaucoup à toi, merci pour le temps, merci pour l'opportunité. Et pareil, je pense on aurait pu faire une version longue, j'aurais pris beaucoup de plaisir à le faire aussi. Mais merci à toi pour les très bonnes questions, pour l'échange. Et évidemment, on continuera de se donner de la force. Félicitations pour tout ce que tu fais aussi. Et en tout cas, je vais me mettre à écouter plus de podcasts et parler encore plus de ce faut, que tu développes de bien grâce à toi. faut arrêter la musique dans la voiture, c'est les podcasts maintenant. Et de toute façon, épisode 2 dans un an, quand vous serez plus gros que Ledger. Hein. Il y a peu de chance, mais en tout cas, on développera d'autres choses, on fera d'autres types d'apprentissage. Au top, mec. Merci.